MyProtein, bonjour. Tu sais, un des domaines dans la musculation qui souffre du plus grand nombre de clichés et d'idées reçues est la musculation pour les femmes. Mais avant d'attaquer la musculation pour les femmes, laissez-moi me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Naj et avec moi, on parle d'idées reçues. D'accord, on essaie de casser un petit peu les mythes. Une vidéo, un mythe, et aujourd'hui, le mythe de la musculation pour les femmes. En effet, comme la musculation pour les femmes, tu vois, c'est un peu un domaine en expansion. On va dire que le fait que les femmes s'entraînent est seulement en train de se développer. Du coup, tu vois, il y a certaines informations qui mettent peut-être un petit peu plus de temps à arriver que d'autres. Et c'est vrai que parfois, il se peut que tu entendes des informations qui te font un peu, tu vois, dresser les poils. Donc du coup, aujourd'hui, on va s'attaquer à 5 idées reçues en ce qui concerne la musculation pour les femmes. Idée reçue numéro 1, penser que les femmes doivent miser essentiellement sur le cardio. Alors là, c'est, je pense, une des idées reçues les plus tenaces qui a la peau la plus dure de toutes. Ok, beaucoup de gens ont encore cette idée en tête comme quoi les femmes doivent aller sur le plateau cardio et les hommes soulever des haltères sur le plateau muscu et que les deux ne doivent pas forcément se mélanger. Soyons clairs sur une chose, et ça j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente qui était dédiée à la perte de poids, qui est que, peu importe l'objectif, quelles que soient les envies qu'une femme ait, il est très intéressant, voire même presque obligatoire pour elle de venir combiner, certes du cardio, mais également du renforcement musculaire. Pourquoi ? Prenons premièrement l'exemple d'une fille qui voudrait perdre du poids. Afin de perdre du poids, elle doit brûler des calories, d'accord ? Ce qui dépense le plus de calories dans le corps humain, c'est les muscles, d'accord ? Les muscles sont énormément énergivores, ils consomment beaucoup de calories. Donc, en partant de ce principe, avoir une masse musculaire intéressante va forcément faire en sorte que la perte de gras arrivera plus vite. D'accord ? C'est un peu ce qu'on peut observer lorsque l'on compare une fille qui va entretenir son corps de manière avec du renforcement musculaire et une autre qui va faire essentiellement du cardio. Les deux peuvent avoir la même silhouette, seulement une aura un aspect un peu plus ferme et tonique alors que l'autre aura un aspect un peu plus flasque. Disons un peu la différence entre être mince et être maigre. Autre problème du cardio, le cardio vient sécréter une hormone qui s'appelle le cortisol, alias l'hormone du stress. Problème de cette hormone, elle est énormément antagoniste à la perte de gras et à la prise de muscle. Qu'est-ce que le mot antagoniste veut dire ? Tout simplement, ça veut dire que c'est contraire. Donc en gros, sécréter beaucoup de cortisol est contraire à la perte de gras. Le problème, c'est que faire trop de cardio sécrète du cortisol. Donc ça marche pas. Encore une fois, je l'avais déjà dit, mais c'est assez important pour que ça puisse être reprécisé. Je n'ai rien contre le cardio et je ne dis pas qu'il faut complètement le supprimer. Non, bien entendu. Garder le cardio, c'est un allié de force lorsqu'il est question de perdre du poids. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que le cardio à outrance, c'est-à-dire l'excès de cardio, là par contre, on commence à avoir des problèmes. Donc, quelle est la durée de cardio qu'il faut garder afin de rester dans la direction de ses objectifs ? La plupart des études tombent relativement d'accord sur la durée du cardio qui est d'environ 3 séances de 45 minutes par semaine, d'accord ? Si on reste dans cette fourchette, on est relativement bon. Si on commence à la dépasser, cortisol. Idée reçue numéro 2, ma favorite. Penser que soulever lourd va te faire ressembler à un homme. En fait, c'est drôle parce qu'à chaque fois que j'en parle avec quelqu'un, les gens rigolent. Donc tu te dirais, du coup, tout le monde sait que c'est pas le cas. Pourtant, en tant que coach, c'est quelque chose que j'entends énormément. C'est une idée reçue qui est très 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 tenace. À titre d'exemple, moi-même, lorsque j'envoie des questionnaires aux gens avec qui je vais commencer à travailler pour leur demander quels sont leurs objectifs, beaucoup de filles qui vont me parler soit de perte de poids, soit de prise de muscle, vont toujours rajouter à un moment ou à un autre, par contre, pas de lourd parce que moi je prends facilement. D'accord ? Ça peut paraître risible, pourtant... Ouais, je pourrais pas compter le nombre de fois où je l'ai reçu ce truc-là. Alors du coup, clarification importante à ce niveau-là. Et ouvrez bien les oreilles parce que ce que je m'apprête à dire est une des choses les plus importantes de cette vidéo. Devenir musclé, c'est-à-dire ressembler à un bonhomme ou à un camionneur comme certains se plaisent à le dire, n'arrive pas par accident. Encore moins pour une femme. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue ne serait-ce qu'hormonal, les femmes sont moins équipées que les hommes pour construire du muscle, d'accord ? Les hormones qui vont aider à la croissance musculaire, sont bien moins présentes dans le corps d'une femme que dans celui d'un homme. C'est-à-dire que même si, mettons une mise en situation, prends une fille qui s'est réveillée un matin, et boum, pétage de plomb, elle vient de décider de ressembler à un homme. Ça veut dire que maintenant, son vœu le plus cher dans la vie, c'est d'avoir des gros muscles
et de ressembler à avoir des épaules de camionneur. Même cette fille-là, d'accord, si même elle rêvait de tout cœur de pouvoir ressembler à un homme, c'est pas sûr qu'elle y arrive. D'accord, parce que ne serait-ce qu'hormonalement. Donc même si elle mettait tout en place, il y a de grandes chances qu'elle ne puisse ne pas le faire. D'accord? Et là, beaucoup de gens vont venir m'apporter l'objection des corps de bodybuilding féminin. Tu vois, comme il y a beaucoup de filles qui viennent monter sur scène et faire de la compétition que des gens pourraient qualifier de masculines, dans le sens où, bah regarde, elles ont des grosses épaules, on dirait des hommes, etc. Alors, il faut savoir que c'est des personnes qui ont tout mis en œuvre pour et qui ont littéralement basé leur vie autour de ça. Donc, les choix qu'elles ont faits, les choses qu'elles ont décidé de mettre en place pour atteindre cet objectif, sont des choses qui sont à la portée de très peu de personnes au monde. Sachant qu'en plus, voilà, c'est des gens qui, au-delà de ça, ont carrément tout arrêté pour ça. Donc, elles ont la récupération qui va avec, elles peuvent s'entraîner 2-3 fois par jour, voilà. C'est des gens qui mettent tout en place. Mais au-delà de ça, devenir musclé et atteindre ce physique-là ne va pas arriver par accident. Tout en sachant, parce que, ok, il est possible qu'une fille puisse prendre vite, dans le sens où elle peut avoir un point fort sur un groupe musculaire qui peut effectivement se développer rapidement. Par exemple, une fille, si elle est réceptive au niveau des épaules, effectivement, il se pourrait que son niveau au niveau des épaules augmente vite. Maintenant, cela n'arrive pas du jour au lendemain. D'accord? Tu ne vas pas te réveiller un matin et « Oh, oh ben mince, j'ai des épaules de camionneur ». En général, tu as le temps de le voir venir. Donc si tu sens que tes épaules ou que n'importe quel autre muscle que tu ne veux pas développer commence à se développer au-delà de ce que tu veux, bah, tout simplement, tu pourras commencer à mettre moins de volume sur ce muscle et ça diminuera. D'accord? C'est pas du jour au lendemain et boum, mon muscle est devenu énorme. Donc ne t'inquiète pas, tu auras le temps de le voir venir. Donc bien entendu, il est intéressant de soulever avec des charges conséquentes. Maintenant, je ne viens pas dire soulever lourd au point où l'exécution se dégrade. D'accord? Il faut savoir qu'il y a une différence entre soulever lourd et soulever trop lourd. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que le muscle se développe en réponse à un effort qu'il est incapable de faire. Donc en gros, on va venir faire une série de musculation qui va se terminer à l'échec musculaire. Donc au-delà de ce que le muscle est capable de fournir. Donc du coup, le corps étant intelligent, le corps va se dire « Ok, je n'ai pas été capable de fournir cet effort, je suis donc pas assez fort, je vais donc devoir me renforcer pour la prochaine fois, où on viendra me demander de faire cet effort en question. » Résultat des courses, le corps va développer du muscle. Maintenant, si on demande au corps un effort qu'il est déjà capable de fournir, par exemple, lever la jambe sur le côté dans le vide 50 fois, ou soulever des haltères roses de 1 kg, le corps va se dire, bon bah tranquille, je suis déjà capable de faire cet effort, je n'ai pas besoin de construire du muscle, le muscle que j'ai à présent me suffit. Il est donc nécessaire de venir faire des séries à l'échec musculaire afin de pouvoir créer une croissance musculaire. Idem pour la perte de gras. Il est nécessaire d'avoir un effort qui soit suffisant pour pouvoir créer cette dépense calorique nécessaire à la perte de gras. On y revient toujours. L'entraînement doit être un minimum intense. Donc n'ayez pas peur de charger un minimum vos haltères et un minimum vos barres et un minimum vos machines, tout en faisant en sorte de ne pas foutre l'exécution en l'air parce que ça reste la chose la plus importante. Assez lourd, avec une bonne exécution, nickel. Idée numéro 3, d'accord? Certainement à mes yeux la plus importante, pas parce que c'est la plus répandue, quoique, mais parce que celle-ci est la plus dangereuse, d'accord? Donc il est important que sur cette idée reçue-là, tu portes particulièrement attention parce que je le vois assez souvent et c'est vraiment pas une bonne idée. Idée reçue numéro 3, il faut couper les glucides, d'accord? De nombreux régimes qui ont pu être popularisés à des époques ou à d'autres préconisaient le fait de venir couper complètement les glucides. Les glucides, alias les féculents, pour monsieur et madame tout le monde, d'accord? Tout ce qui est le pain, le riz, les pâtes, etc. T'avais les régimes hyperprotéinés, etc., etc. Hormis sur une diète encadrée et sur un laps de temps très particulier, couper les glucides est non seulement contre-productif, mais c'est également dangereux. Pourquoi contre-productif? Tout simplement parce que consommer des glucides va venir se convertir dans le corps dans ce qui s'appelle le glycogène. Le glycogène étant la source d'énergie principale de tes muscles. Ce qui veut dire que venir priver tes muscles de cette source d'énergie font que leur fonctionnement ne pourra pas être optimal. Ce que cela veut dire, c'est que ton intensité à l'entraînement sera tellement basse qu'au final, l'effort en devient contre-productif. Parce que tu as voulu manger un peu moins de calories pour peut-être perdre un peu plus de poids, ce que tu as fait, c'est que tu as rendu ta séance
tellement moins efficace qu'au final, tu es perdant au total. On va mettre une petite illustration. Disons que ça, c'est les calories que tu consommes. Ça, c'est ton intensité à l'entraînement. Tu as baissé les glucides, donc voilà ta dépense calorique. Par contre, tu as tellement, en baissant les glucides, perdu d'intensité, que voilà l'intensité de ta séance. Donc du coup, sur l'équation totale, tu perds. Couper les glucides est également une mauvaise idée pour une autre raison en termes d'efficacité, qui est que, comme je l'ai dit précédemment, le corps est extrêmement intelligent et il a un rôle, principalement, qui est de te garder en vie, d'accord? Avant toute chose, ton corps est fait pour te garder en vie. Donc lorsque tu vas lui apporter moins de glucides, ton corps va avoir peur qu'en gros tu te sois peut-être, je sais pas, fait enfermer dans une grotte ou que tu sois dans la jungle. Et que du coup, dans cette jungle, il n'y a plus de glucides, qui est une source indispensable à ton corps. Donc ton corps, en réaction pour te garder en vie, va venir ralentir son fonctionnement. Ça veut dire qu'en gros, ton cœur va battre moins vite, ton sang va circuler moins rapidement, etc., etc. Et également, ton économie de mouvement va s'accélérer. Ça veut dire qu'en gros, sur un même effort, tu brûleras moins de calories parce que ton corps essaie de garder le maximum de calories pour te garder en vie au cas où ton séjour dans la jungle se prolonge. Souviens-toi que ton cerveau n'a pas d'œil, il ne sait pas ce qui se passe. Donc, pour reprendre l'image de tout à l'heure, en ne mangeant pas de glucides, tu vas perdre ça de calories. Par contre, comme tu n'as pas mangé de glucides, le fonctionnement de ton corps va dépenser ça de calories en moins. Tu es toujours perdant. Maintenant, l'objection principale que des gens pourraient avoir serait « bah du coup, je vais consommer encore moins de glucides ». Le problème qui se pose, malheureusement, parce que c'est jamais aussi beau que ça, c'est que ton corps va se rattraper en allant encore plus bas. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas consommer encore moins. Et là, tu rentres dans une sorte de course contre ton corps. Le problème, c'est que ton corps, lui, il est prêt à aller aussi bas que nécessaire. Il veut te garder en vie à tout prix. Donc il ira aussi bas que possible. Jusqu'à ce que tu arrives à un point où, en fait, tu ne peux pas tenir ça. C'est trop peu de calories, tu auras faim, tu vas commencer à être frustré. Donc il y a un moment où qu'est-ce qui va se passer? Tu vas péter un plomb et te jeter sur tout ce qui bouge. Donc, ta consommation calorique remonte. Sauf que le fonctionnement de ton corps, lui, il va rester bas encore longtemps avant de remonter. Et qu'est-ce qui se passe dans ce laps de temps avant que ton corps remonte? Tu prends énormément de poids. C'est ce que l'on appelle l'effet yo-yo. Maintenant, d'un point de vue santé, les glucides sont également une source d'énergie que ton cerveau affectionne particulièrement. Il a un besoin essentiel de glucides. C'est la raison, par exemple, pour laquelle des personnes qui vont couper les glucides peuvent avoir des malaises, peuvent se sentir mal, peuvent avoir des coups de chaleur, etc. Les glucides sont une composante essentielle du fonctionnement de ton corps. Donc ne les coupe pas, déjà pour l'efficacité, et en plus de ça, pour la sécurité, garde tes glucides. Idée reçue numéro 4, les filles doivent travailler seulement le bas du corps. J'adore cette idée reçue, mais un point. Alors, après on va dire que celle-là, elle est relativement compréhensible dans le sens où, ok, tu as un objectif, on va dire que la plupart des filles veulent des cuisses et des fessiers, tout comme, c'est compréhensible parce que, en soi, la plupart des garçons vont vouloir des épaules et des bras, donc ça reste relativement compréhensif. Maintenant, le problème qui se pose, parce que c'est jamais aussi parfait que ça, c'est que, déjà, parlons d'un point de vue esthétique. Un bas du corps développé sur un haut du corps qui ne l'est pas, va toujours donner un aspect déséquilibré qui est moins agréable visuellement, d'accord? Sachant qu'en plus, par exemple, je pense aux bras, je pense à la base du dos, je pense au bas-ventre, etc., qui sont des parties où les filles ont tendance, tu vois, à s'arrêter relativement souvent. Et donc, il est dommage de penser que simplement faire du cardio et ne pas solliciter ces muscles-là va venir les tonifier, d'accord? La meilleure manière de tonifier une zone, c'est de travailler directement le muscle concerné. Donc, si par exemple, tu trouves que tes bras flottent, la meilleure manière de faire en sorte qu'ils ne flottent plus est de les densifier musculairement. Donc de faire des exercices spécifiques pour le haut du corps. Autre problème qui se pose pour les personnes qui voudraient négliger le haut du corps, c'est que ton corps se développe au repos. D'accord? Il est essentiel de laisser à ton corps des temps de repos intéressants entre les séances. D'accord? On parle généralement d'à peu près 48 heures entre deux fois où tu fais le même groupe musculaire. Le problème, c'est que si jamais tu viens faire seulement le bas du corps, alors forcément, toutes tes séances à la salle seront concentrées sur le bas du corps. Résultat des courses, non seulement ton haut du corps ne se développera pas parce que tu ne le travailles pas, mais également ton bas du corps ne se développera pas parce que tu ne le laisseras pas assez récupérer vu que tu fais que ça parce que tu ne fais pas le haut du corps.
Et dernière raison qui fait que le travail du haut du corps est essentiel, c'est d'un point de vue santé, d'accord? Souvenez-vous que la santé, c'est toujours ce qu'il y a de plus important. On a commencé ce sport à la base pour être en bonne santé. Donc, la raison pour laquelle travailler le haut du corps est intéressant d'un point de vue santé, c'est que le corps est fait pour travailler comme une unité, d'accord? Il est déjà arrivé à énormément de personnes d'arriver et d'avoir mal à la nuque, et on se rend compte que c'était parce qu'il y avait quelque chose dans le bas du dos. Le corps est une machine qui fonctionne ensemble, d'accord? Donc venir négliger un groupe musculaire et de ce fait de créer ce qui s'appelle des hypotonicités, ça veut dire des muscles qui ne sont pas développés, va venir entraver le fonctionnement général du corps. D'autant plus qu'en ce qui concerne le travail du haut du corps, il s'avère que comme ce sont souvent des petits groupes musculaires, je pense par exemple aux épaules, aux bras et autres, ce sont des groupes musculaires qui n'ont pas besoin de tant de volume que ça. Ça veut dire qu'en gros, venir les travailler ne serait-ce qu'une fois par semaine va déjà permettre d'avoir un rendu super intéressant. Et pour beaucoup, ce sera tout ce qu'il y aura besoin. Conclusion, travaillez le haut du corps. Je vous regarde. Idée reçue numéro 5, celle-ci me tient particulièrement à cœur pour pas mal de raisons. D'accord? Idée reçue numéro 5, pensez au regard des gens. Il me paraissait important de conclure une vidéo dédiée aux filles sur ce point particulier parce que je ne compte plus le nombre de fois où des filles m'ont fait part du fait qu'elles aimeraient pouvoir aller s'entraîner en salle de sport, mais qu'elles sont paralysées par le regard des gens. D'accord? Et dans un sens, c'est relativement compréhensible parce que une salle de sport est un endroit qui est relativement intimidant, surtout pour un public non initié. Ok, on arrive la première fois et on entend des bruits de machines, on voit des gens qui sont assez musclés, etc. Et ça peut-être faire penser à la personne que elle n'a pas sa place. J'ai vu plein de gens qui m'ont dit ça mot pour mot. Et le truc qu'on ne réalise pas souvent, c'est qu'en fait, les gens vous regardent très peu. Souvent, ce qui se passe, c'est que comme on a l'impression qu'on va se faire regarder par les gens, on peut prendre même un croisement de regard comme quelqu'un qui nous fixe. On se dit, oh là là, il me quitte pas des yeux. En général, c'est souvent l'esprit qui joue des tours, d'accord? Et alors là, c'est vraiment une des parties qui me paraît les plus importantes de cette vidéo, d'accord? Parce que c'est quelque chose qui touche énormément les personnes qui peuvent éventuellement souffrir de surpoids, d'accord? Beaucoup de personnes en surpoids vont avoir peur du regard des gens, et c'est vrai que certaines personnes qui peuvent être en surpoids et qui se sont hasardées à aller en salle de sport ont pu observer le fait que des gens les regardaient. Et en soi, je le conçois totalement, et c'est tout à fait vrai, il se peut qu'une personne en surpoids en salle de sport va être regardée. Ce qui peut avoir tendance à mettre la personne mal à l'aise parce qu'elle se dit « Ok, je viens en salle de sport, je vois des gens qui ont des corps super agréables visuellement, et ils me regardent et ils me jugent parce que moi je suis en surpoids et que je ne fais pas partie de ça. » Maintenant, pour être un pratiquant qui s'entraîne depuis plus d'une dizaine d'années et qui connaît énormément de gens qui s'entraînent également, une chose que j'ai beaucoup entendue, c'est que beaucoup de gens qui étaient en surpoids et qui se faisaient regarder, en réalité, le regard en question est un regard d'admiration. Parce que on a tous eu des gens en surpoids dans notre entourage. Moi-même, étant coach, j'ai travaillé avec un très grand nombre de gens en surpoids. Et je sais l'effort que cela demande pour une personne qui souffre de surpoids, de ne serait-ce que passer les salles de sport. Pour des gens qui sont pratiquants chevronnés, ça peut paraître être une formalité, on y va tous les jours. Pour une personne qui est dans ce cas-là, il se peut qu'elle lui a se motiver des mois avant de faire cet effort. Et souvent, en fait, nous-mêmes, dans la mesure où on sait ça, j'ai pu moi-même regarder des gens qui étaient en surpoids que je voyais à la salle, et ce regard-là est un regard d'admiration. Je me disais, bravo parce que tu as fait preuve, ne serait-ce que le fait d'être là, en fait. Être là, j'admire. Donc, ne confondez pas toujours les regards. Parfois, ça peut être un regard qui dit que la personne trouve que vous avez une belle exécution sur un mouvement. Parfois, que vous avez une partie du corps que la personne trouve particulièrement développée et particulièrement agréable à regarder. D'accord, il ne faut pas se dire que tous les regards sont forcément des regards malveillants. Bien entendu, on ne vit pas dans le monde des bisounours et il se peut qu'il y ait de temps en temps des regards moqueurs. Maintenant, pour avoir fréquenté les salles depuis plus de 10 ans, je peux vous garantir que c'est extrêmement rare. Bien moins rare que des regards malveillants à la rue, au travail ou en soirée. Pourtant, je vois très peu de gens avoir peur d'aller dans ces endroits-là. Donc, s'il vous plaît, s'il y a une chose que vous devez retenir de cette vidéo, oubliez le regard des gens, n'ayez pas peur, prenez votre sac et allez à la salle et vous allez voir que la plupart des gens sont de bons conseils, sont relativement ouverts et surtout ne sont pas là pour vous juger. Et j'ai l'impression que cela conclut nos 5 idées reçues de la musculation pour les femmes. Cette vidéo me tenait énormément à cœur, d'accord, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, étant pratiquant depuis 10 ans, une chose que j'avais pu observer dans mes débuts, c'était que les salles de sport et principalement les salles de musculation manquait cruellement de présence féminine, d'accord? Et c'est quelque chose qui est en train de s'améliorer là récemment, d'accord? Plus les années passent,
plus les filles commencent à comprendre l'importance de venir faire le renforcement musculaire, et on voit de plus en plus de filles sur le plateau, et je trouve ça top. Donc clairement, si une fille regarde cette vidéo et qu'elle hésite à sauter le pas, n'hésite plus à sauter le pas, fais-le. Et si une fille regarde cette vidéo, j'espère que les conseils que tu as vus t'ont aidé. Bien entendu, filles comme garçons, si vous avez des suggestions pour d'autres sujets à aborder en vidéo, dites-moi les en commentaire. Pensez également à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, je lirai tous les commentaires et je m'en servirai pour améliorer les prochaines. Pour celle-ci, la team, c'est tout ce que j'avais à vous dire, j'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, faites pleuvoir les pouces bleus, pensez à commenter, à partager et à vous abonner, bien entendu. Moi les amis, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. MyProtein, on se voit plus tard, ciao!